Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre L'endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale avec notre partenaire lecteur.com, le site de la Fondation Orange. Alors ce soir nous avons la chance de recevoir les finalistes du 3e prix BD lecteur.com. Alors je vais vous saluer tout de suite. Alors nous avons Jim Bishop. Bonsoir Jim. Bonsoir. Nous avons Alberto qui est là aussi. Bonsoir Alberto. Bonsoir. Nous avons Paulina Spuches. Bonsoir. Nous avons Maud Bénézit. Bonsoir. Nous avons Gaspard Talmas, j'espère que je l'ai bien prononcé. Bonsoir. Et nous avons Cécile et Olivier de l'atelier Santo. Et surtout, bonsoir, Cécile et Olivier. Et nous avons comme animatrice ce soir, nous avons Peggy Poirier, qui est libraire à la librairie La Réserve à Bulle à Marseille. Bonsoir Peggy. Bonsoir. Alors, Bonsoir. avant de te laisser officier, je vais rappeler que le prix BD lecteur.com est un partenariat avec le CNL, que le jury est présidé par Catel, que parmi les jurés, il y a Peggy, justement, alors soyez bons avec elle, vous pouvez l'acheter par tous les moyens. Il y a aussi surtout Si, qui était la lauréate de l'année dernière avec Radium Girl. Il y a des spécialistes BD. On avait reçu comme animateur Michael Brun-Arnaud de la librairie Le Renard Doré. Il y a aussi Johan Debier, qui est le compte Instagram Livresse des Bulles. Il y a Lionel Arnoux du collectif Samba BD. Il y a 5 lecteurs aussi qui font partie de lecteur.com. Il y a Mathilde, Mélissa, Pascal, Romain et Susanna. Je pense que je n'ai oublié personne, Peggy, sous ton contrôle. Non, c'est tout à fait ça. Donc alors, le prix BD lecteur.com, il récompense une BD qui a été écrite en français et qui a été publiée début janvier jusqu'à 28 février de mémoire. Les votes sont encore ouverts jusqu'au 15 mai. Vous pouvez aller voter, chers amis téléspectateurs, en allant sur le site lecteur.com. C'est entièrement gratuit dans la rubrique BD. Vous verrez, vous allez pouvoir voter. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si, quelque chose de très important. Vous pouvez gagner les 6 albums de ces auteurs-là qui sont là sur le site lecteur.com. Donc Peggy, je vais te laisser la main. Je vais te laisser discuter avec ces BDistes. Je crois qu'on dit comme ça. En tout cas, dire aussi que tu es là parce que tu es spécialiste BD depuis 17 ans, donc tu es la mieux placée, et puis surtout, tu es jury. Alors, c'est quoi ce rôle de jury? C'est compliqué? Oui, c'est compliqué, effectivement, toujours très compliqué. On avait un peu plus d'une trentaine de BD à lire pour arriver à cette liste finale de 6 BD à proposer au lecteur. On est tombé assez rapidement d'accord. C'était pas... On a pas mal argumenté sur nos choix, mais on ne s'est pas entretués. Ça s'est bien passé. Sachant que le principe aussi du prix, c'est que ce sont des jeunes auteurs, enfin des premières ou maxi 3 ou 4 BD déjà parus. Donc c'est un prix qui vise aussi à mettre la lumière sur un jeune auteur ou une jeune autrice. Et c'est un prix qui est doté. Donc, les vainqueurs auront une prime. Alors, je ne connais pas le montant, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi pour, en plus de mettre en avant un album, donner un petit coup de boost aux auteurs. Donc, je trouvais aussi que participer à ce type de prix, c'était intéressant. Sachant que par ailleurs, quand j'avais fait partie du prix Angoulême, ce sont des prix qui ne sont pas dotés, donc effectivement, on met en avant des albums, mais qui ne sont pas dotés. Donc là, je trouvais ça intéressant. Donc voilà, c'est une bonne expérience. Une petite précision, ils sont 6 finalistes. Ce soir, il y en a une qui n'a pas pu être là. Et c'est Nadia Naclé, mais on parlera quand même de sa BD. On en parlera. Voilà. Donc, et puis pour dire aussi que là, on a Alberto qui est illustrateur, mais les scénaristes, ce sont Cécile et Olivier. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous laisse avec Peggy. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Belle rencontre à tous. Merci. Donc du coup, moi, j'ai préparé quelques questions pour les auteurs, pour vous aider aussi un peu à faire vos choix pour les lecteurs, d'avoir envie de voter. C'était compliqué de choisir par qui j'allais commencer, je suis désolée, il n'y a pas d'ordre de préférence. Je vais commencer par Le Grand Voyage d'Alice,
de Gaspard Talmas. Donc Gaspard, voilà, c'est ta première BD C'est ça. qui a déjà eu un prix, le prix Médecins sans frontières du rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Donc c'est quand même déjà super chouette d'avoir ce premier prix, peut-être un second avec le prix des lecteurs. En tout cas, parmi le jury, c'est un livre qui a été tout de suite plébiscité. Je fais juste un petit résumé rapide de l'histoire. Donc, je reviens sur la sélection globale. On a dans cette sélection des choses qui vont du documentaire, du témoignage, de la biographie. On a aussi voulu que ça soit représentatif de la production en BD actuelle et que ça puisse être dans tous les genres. Et donc, du coup, celui-ci, c'était aussi un témoignage assez fort. Le récit se passe en 94 pendant le génocide des Tutsis qui a fait 800 000 morts. Et il mettra également des milliers de Hutus qui fuient vers le Zaïre par peur de représailles. C'est le cas d'Alice qui a 5 ans et de sa famille. Et elle va faire un périple de plus de 2000 kilomètres et on va découvrir en fait ce périple à travers les yeux de cet enfant, donc à hauteur d'enfant. Et donc ce récit est écrit et dessiné par Gaspard, par toi Gaspard, mais c'est par le recueil de témoignages d'Alice que tu as donc rencontré. C'est un regard qui est brut et qui plonge le lecteur dans une histoire qui est universelle et qui est sortie de son contexte géopolitique. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans le récit. Déjà, ma première question, Gaspard, c'est comment vous êtes rencontré avec Alice et d'où est parti ce projet d'en faire une BD de ces témoignages? Alors Alice, je l'ai rencontrée il y a 12 ans, presque 13, non, 13 ans maintenant, euh, ici en Belgique en fait. Et en faisant connaissance, moi je me rends compte de ses origines rwandaises et je venais de voir justement un film sur Rwanda qui m'avait beaucoup touché. Et du coup, je lui dis, ah mais il s'est passé quand même, c'est fou ce qui se passait là-bas et tout, enfin, etc. Puis je lui pose un peu des questions et elle me raconte des bribes de son histoire au fur et à mesure que notre relation évolue. Et, euh, et ces bribes d'histoire, je les trouve hyper fortes, mais je m'y retrouvais pas chronologiquement. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait juste me l'écrire, rien que pour que je m'y retrouve, en fait, tout simplement. Et en le lisant, moi, ça m'a bouleversé. Et je lui ai demandé si je pouvais en faire une BD. Elle a dit oui tout de suite. Et voilà cette BD. Et alors, pour la petite histoire, il se trouve qu'Alice est aujourd'hui mon épouse. Euh, et donc voilà. Euh, et, euh, et voilà, bah, ça c'est l'histoire de la rencontre d'Alice et comment naît un peu le projet. Alors je le fais mûrir par contre un certain temps, hein. Je le fais mûrir 5 ans avant de le proposer à un éditeur, mais voilà. Donc j'imagine que c'est un travail effectivement super long de mettre ensuite en page, c'est-à-dire bon, on a un témoignage qui est brut et ensuite d'en faire une trame narrative, de reconstruire un peu le trajet. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu lui faisais relire ou est-ce que tu lui as montré une version finale de la BD? Alors Alice, elle a dit, bah, tu as carte blanche, je te fais confiance et je veux voir le travail fini et pas trop en cours. Je lui posais quand même, j'avais accès, j'avais le droit de poser quand même des questions pour vérifier ce que je faisais quand même. Mais en gros, elle a tenu à voir le travail fini de bout en bout et de voir vraiment comment j'avais compris le travail. Après, elle avait confiance, elle voyait comment enfin, en fonction de nos discussions, elle voyait bien comment j'avais compris les choses et donc elle était hyper confiante là-dessus. Donc voilà. Par contre, pour l'ordre chronologique, avec les dates précises, vu qu'elle a 5 ans quand l'histoire démarre, elle ne se souvient pas de tout, évidemment, dans le détail. Du coup, on a dû un peu compléter. Alors moi, avec ses parents, Oui, d'accord, avec ses parents. voilà, c'est ça. Je pose des questions beaucoup à ses parents pour un peu cadrer, on va dire, le récit chronologiquement, quoi. Voilà. Et c'est le cas aussi pour la documentation graphique parce que il y a quand même pas mal de, enfin, voilà,
c'est un parcours, c'est des paysages. Elle fait 2000 km à travers l'Afrique. Donc à chaque fois, est-ce que je montre un peu des images donc on est sur un travail à l'aquarelle, effectivement avec tout son périple, mais on a pas mal de décorum sur le Zaïre. Tu as travaillé comment d'après photo, justement toujours avec sa famille? Alors, j'ai fait un peu des deux. Donc, on a retrouvé par chance quelques photos d'archives. Alors, peu dans les camps, mais un peu au Rwanda. Donc, moi, j'avais quand même une petite base. Il restait quelques photos. Parce qu'il faut savoir donc, que les gens qui fouillent comme ça la guerre, ils partent avec rien et surtout pas avec des photos, etc., avec des souvenirs. Ils partent avec l'essentiel vital, en fait. Et donc, on a eu vraiment de la chance de retrouver quelques photos. Mais au-delà de ça, moi, je me sers beaucoup du descriptif d'Alice pour rester vraiment dans son ressenti et dans ses souvenirs. Donc, parfois, il y a une ambiance presque subjective et onirique qui met l'attention sur les émotions, sur ce que Alice vraiment ressent. Je pense que ça, c'était important de garder cet aspect-là. Et pour l'aspect plus réaliste par moment, alors, bah, je demande à ses parents, je me sers de photos et je me sers de photos d'archives aussi parce que MSF, justement, entre autres, était présent sur place et il y a quand même des parties qui ont été pas mal documentées, donc j'ai pu quand même trouver pas mal de choses. Et alors, on a pensé retourner au Rwanda, mais bon, le Covid est arrivé, on n'a pas a pu y aller. Mais du coup, on nous a dit, mais de toute façon, le Rwanda a tellement changé et ces régions ont tellement changé que tu t'imprégneras pas de la même ambiance du tout. Donc, quelque part, il fallait se baser sur les images du passé et sur les descriptifs du passé, en réalité. Et donc, voilà, c'est ce que je me suis attelé à faire pour être le plus proche possible du vécu des personnes, quoi. Et est-ce que sur la version finale, quand elle l'a lu, enfin, ça correspondait à ses attentes J'imagine Alors, que c'est quand même une vive émotion ouais, je pense qu'il de y relire avait de ça. l'émotion, il y avait une part d'émotion, même si elle a vu quelques bribes passer, quelques dessins que je montrais vite fait, mais il y avait quand même de l'émotion. Et puis, il y avait surtout, elle a vu une dimension qu'elle avait jamais vue avant, en fait. Elle le faisait peut-être un peu, presque, j'exagère un petit peu, mais presque pour me faire plaisir. Ah bah oui, amuse-toi, fais un beau livre, enfin voilà, c'est son métier. Voilà. Mais en fait, elle a vu une dimension vraiment supplémentaire, notamment avec ce prix MSF, qui était qu'il y avait un témoignage derrière et qui parlait pour tous ces enfants, notamment dans ce conflit-là, qui n'ont pas survécu et qui n'ont même pas existé, même dans des papiers, en fait, qui ont juste disparu. Et du coup, ça, ben, elle dit, ben, moi, je les ai vus, ces enfants, ils ont existé. Et je me dis que j'aime porter la voix de ces enfants, en fait. Bon, et ça apporte la voix d'autres personnes, mais vu qu'elle était enfant, voilà, je pense qu'elle s'est rendue compte de cette dimension-là avec ce prix, je crois. C'est chouette. Merci Gaspard. Je reviendrai après vers toi pour une dernière question, mais je vais passer à une seconde BD. Juste une petite parenthèse, si certains d'entre vous ont lu les livres des autres, il n'est pas interdit d'intervenir, même de couper. Enfin voilà, n'hésitez pas, s'il y a de l'interaction, c'est pas très grave. C'est même mieux d'ailleurs. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire certaines BD de la sélection. N'hésitez pas. Je vais passer à Maud Bénézit et Il est où le patron, chronique de paysanne. Alors on est aussi dans un registre de témoignages, pas du tout dans le même registre, mais très militant pour d'autres raisons. Maud Bénézit et les paysannes en colère ont écrit et dessiné cette BD. Enfin, c'est Maud qui l'a dessinée, mais elle va nous le dire, je crois que c'est une écriture collective. Et c'est l'histoire de ces paysannes qui sont passionnées et combatives. Et on leur demande souvent, dans leur métier, ben, il est où le patron? Parce que normalement, c'est pas les femmes qui sont chefs de leur exploitation, qui sont
Et donc, elle décide de témoigner, de montrer que le monde a changé, que le monde agricole a changé, qu'il est temps de changer aussi le discours. Donc, c'est à travers ces chroniques de montrer que des femmes gèrent leur propre ferme et que voilà, c'est le nouveau monde. C'est une BD qui a été conçue à 12 mains, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 paysannes, donc les paysannes en polaire. Donc, il y a Céline, Marion, Fanny, Florie et Guylaine. Et donc, Maud, toi, tu es l'autrice, dessinatrice qui a fédéré, on va dire, tout ça. Alors, justement, comment s'est montée cette team paysanne autour de toi pour construire ce projet de chronique donc, de paysanne? Alors, je suis désolée, il y a le soleil qui se couche, donc qui est en train de monter sur ma tête. Donc, je vais peut-être devoir fermer. Pas grave, c'est très beau. Et je vais aussi refermer la porte. Que mon chat a ouvert pour éviter d'avoir des bruits. En fait, donc effectivement, on est 6 autrices. On a vraiment écrit la BD toutes les 6. Et en fait, c'est vraiment parti des paysannes en polaire, l'envie de faire une BD sur ce qu'elles vivaient. Donc, c'est Céline et Fanny qui, je crois, en 2014, ont eu pour la première fois l'envie de faire une BD parce qu'elles lisent beaucoup de BD. Et c'est en lisant, je l'ai pris pour la montrer parce qu'elle n'est pas assez connue, c'est en lisant La brebis galeuse de Muriel Lacan, qui raconte l'histoire d'une brebis anarchiste qui se rebelle. Et c'est vraiment une super BD. Où elles se sont dit, ah bah tiens, on n'entend pas beaucoup la voix du monde paysan, encore moins la voix des paysannes. Et souvent, quand on parle du monde agricole, c'est souvent soit les hommes qui parlent, en tout cas, les métiers sont rarement mis au féminin. Et c'est souvent aussi le monde urbain qui en parle, et du coup, d'un point de vue assez fantasmé, assez romantique, et rarement avec un peu la réalité de la vie agricole. Et donc, elles ont eu cette envie de faire une BD. Donc, elles se sont rassemblées avec d'autres copines, donc avec les paysannes en polaire que tu as citées, Peggy. Et en fait, il s'avère que moi, je connaissais Céline et Fanny par nos études, en fait. Donc, on s'est retrouvés un peu par hasard. Et moi, c'est pile il y a un moment où je voulais faire de la BD. Donc, c'était un peu la rencontre au bon moment qui fait que Et elle a cherché une dessinatrice pour faire ce projet. Et donc, comme Gaspard, ça a mis beaucoup de temps. Ça a été un long processus, encore plus avec l'écriture collective. Ça a été assez long. Donc, on a commencé en 2017 à se voir toutes les 6 pour écrire et pour faire de leurs histoires de vie une fiction. Parce que du coup, là, les personnages qu'on a mis dans la BD, c'est des personnages, c'est pas elles. Et donc, on a récolté des témoignages d'autres femmes aussi pour mettre tout ça ensemble et raconter à la fois leur colère, ce sexisme ordinaire et aussi les joies qu'elles ont dans leur métier. Et en fait, le projet a aussi pas mal... moi, je pensais au début vraiment être leur plume et raconter leurs histoires. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça parlait... il y a des vraies revendications au monde paysan. Et là, la réception de la BD fait que ça fait bouger un peu les choses. Donc, il y a des vraies choses à faire bouger dans le monde agricole en particulier. Mais en fait, moi, j'ai réalisé au fur et à mesure de l'écriture qu'on parlait aussi juste de sexisme, en fait, ça parle de tout le monde, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre qui cantonne pas au monde paysan, mais qui peut aussi parler à une libraire, à n'importe quelle profession, en fait, qui a été confrontée à ce truc de, en fait, souvent, on cherche un homme responsable, un homme qui a la connaissance, et on estime que c'est pas la femme la patronne. Et donc voilà, et ce qui fait qu'en fait l'écriture, pour le coup, nous, ça a été assez différent de ce que racontait Gaspard dans ce binôme, c'est que en fait, c'est vraiment, donc chaque paysanne a été responsable un peu d'une scène en particulier, et c'est elle qu'on fait les storyboards avec des petites bonnes femmes bâtons assez sommaires, avec chacune son style. Et moi, je suis partie de leur découpage de scènes pour les transformer en BD, où j'ai remis un peu de rythme, où elles étaient souvent très efficaces dans leurs histoires. En une page, elles racontaient leur truc. Et donc, on a reconstruit tout ça en forme de BD. Et après, on a relu tout ça à 6. On a fait chacune relire à plein de copines. Donc, ça a été vraiment un truc très collectif. Et ce qui fait que c'était très long.
Et voilà, et ça va bientôt faire 1 an là, que la BD est sortie. Et qui a un gros succès. Ouais, bah en tout cas, c'est chouette parce qu'on a, en plus, à nous six, on a eu l'occasion de multiplier en plus les rencontres s'organisant un peu. Et on a pu faire des rencontres dans le milieu paysan ou même en lycée agricole aussi. Donc, c'était vraiment très chouette de voir à quel point c'était aussi un manque dans la formation, cet aspect-là de comment on montre un peu des représentations de femmes, comment on montre d'autres modèles. Et c'est vrai qu'on est assez. Enfin voilà, en fait, quand on fait une BD, je pense qu'on est tous dans le même cas, mais on est longtemps dans notre projet, dans notre coin, et on est assez étonnés de voir effectivement que ça a dépassé le monde paysan et même un peu le monde féministe, en fait, qu'on a effectivement. Donc c'est chouette, ouais. Et sur la construction du fil narratif, il y a 3 personnages, c'est Anouk, Colline et Joe. Mais ce sont pas des personnages réels, vous Non. les avez construits comme un espèce d'amalgame de tous ces Ouais. témoignages. En fait, on a vraiment fait la liste de tout ce qu'elle voulait raconter. On a un peu trié parce qu'il y a des choses qui étaient redondantes entre le manque de reconnaissance, les moments où on demande où il est où le patron, les scènes de violence plus physiques aussi. Donc, on a fait le tri. Et assez vite, en fait, vu que parmi les 5 scénaristes, donc il n'y en a aucune qui a pu être là ce soir, mais qui sont vraiment autrices à part entière de cette BD, en fait, il y en a 2 qui sont éleveuses de chèvres, 2 qui sont éleveuses de brebis, une qui est éleveuse de chèvres et 2 apicultrices. Donc, il y avait aussi l'envie de montrer leur métier. Donc, on ne pouvait pas mettre qu'un seul personnage on voulait aussi montrer la diversité de leur métier. Et en plus, on ne voulait pas non plus mettre autant de choses dures à vivre pour un seul personnage. Donc, assez vite, ça s'est fait très naturellement. Et du coup, par exemple, Céline, elle a des histoires qui lui sont arrivées à elle, qui sont arrivées à Colline, d'autres qui sont arrivées à Jo, d'autres qui sont arrivées à Anouk. En fait, ça s'est vraiment dispersé. Donc, aucune d'elles n'est représentée dans un seul des personnages. Mais elles ont chacune un peu été la garante aussi du côté un peu authentique agricole, enfin le fait qu'il n'y ait pas d'anachronisme, qu'il n'y ait pas d'erreur sur qu'une paysanne et un paysan, quand ils la BD, se dit bah oui, ça représente ma vie. Donc elles étaient un peu responsables de leur personnage en fonction de la production, mais c'est vraiment de la fiction. Mais toutes les phrases, par contre, énoncées, sont réelles et ont été prononcées par quelqu'un dans la vraie vie. D'accord. Et au-delà de votre combat féministe, est-ce qu'elles ont envie de faire encore de la BD est-ce que ça leur a donné envie d'aller au-delà de ce médium pour le témoignage? Eh ben, en tout cas, je pense que pas sur en tout cas, on ne fera pas de tome 2 toutes les 6. Après, c'est un média je pense on a vraiment toutes aimé cette expérience. En fait, avant d'avoir fait cette BD, elles ont fait pas mal de théâtre forum, qui est un outil d'éducation populaire pour justement pointer du doigt des situations d'oppression et essayer de reprendre le pouvoir. Donc, il y avait déjà un peu ce média-là. Il y en a qui ont fait aussi un peu de travail un peu sur l'audio ou la radio. Donc, en fait, elles explorent un peu ce genre de choses, mais je pense qu'elles ont plus l'envie grâce à la BD, qui est un support génial maintenant pour parler du sujet et de la porter dans différents lieux, de l'utiliser pour faire d'autres choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Je crois qu'il y a un projet peut-être de roman photo un jour, entre certaines ont un projet de roman photo, mais plus tourné vraiment sur l'élevage et leurs animaux que sur le sexisme. Super. Merci Maude. Je voulais parler à Paolina, mais je crois qu'elle n'est pas. Je vais continuer sur la figure féminine avec toi, Paolina. Donc, ta BD, c'est Viviane Mayer à la surface d'un miroir, qui est donc ta première BD. Oui, c'est ça. Voilà, on voit en fait la couverture à l'écran. Donc, c'est un roman graphique qui est dédié à Viviane Mayer, qui est une photographe qui a été découverte après sa mort. Elle prenait beaucoup de clichés de rue et elle se prenait souvent en photo dans un miroir. C'est vraiment les caractéristiques principales de ces photos. Toi, tu en as fait un récit très graphique qui est vraiment entre la biographie et la fiction.
avec une structure narrative qui est très originale. C'est une photo que tu reproduis donc à l'aquarelle, puisque tu travailles à l'aquarelle, sur une page, et s'ensuit une série de planches qui développent le contexte du cliché. Donc ça, c'est quelque chose que tu imagines. Alors justement, comment t'es venue cette idée d'imaginer cette structure narrative avec le contexte de la prise de vue? À partir de la photo, j'ai découvert Viviane Mayer en allant à une exposition. Par hasard, je la connaissais pas du tout avant et voilà, c'est ce genre d'expo où on va par hasard et on découvre quelque chose qui nous touche beaucoup. Et c'est vraiment en étant dans l'expo que j'étais avec un ami avec qui on jouait à imaginer la scène et les dialogues qu'il pourrait y avoir entre les personnages. Mais c'est un jeu qu'on peut faire au musée. Souvent, on voit des tableaux et on imagine un dialogue, on imagine. Et étant donné qu'il y avait aussi la vie de Viviane Mayer qui était exprimée dans l'expo, qui était racontée, et c'est une vie absolument fascinante, et surtout le contexte de sa découverte, c'est vraiment marquant. C'est surtout une vie qui est faite de silence parce que du coup, comme tu l'as dit, on l'a découvert après sa mort. C'est ce mythe de l'artiste dont on découvre les cartons on découvre plein de chefs-d'œuvre de manière hyper inattendue. Du coup, il nous reste peu de choses. C'est que des traces et du coup, ça donne envie voilà, de tourner autour, quoi, de chercher. Et d'où le fait que c'est très fictionnel et que c'est à partir de l'objet photographique, à partir de la trace, que je me suis dit, on peut faire un puzzle avec ces photos et la raconter comme ça, quoi. Et est-ce que ce côté entre biographie et fiction, t'as posé toi t'as questionné, et est-ce que par rapport à ton éditeur ou par rapport à des lecteurs, des retours que tu aurais eu, est-ce que c'est quelque chose Oui. qui peut déranger? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de BD documentaires et il faut que tout soit c'est quelque chose sur lequel je m'interroge. Ouais. qui a existé, qui soit vérifié. Et là, toi, tu prends un parti pris complètement à contresens de ça. Est-ce que du coup, tu as eu des retours? Justement, je trouve ça intéressant en fait, de la biographie qu'il faille toujours être très fidèle par respect. Souvent, c'est important. Là, le personnage Viviane Mayer, c'est particulier parce que justement, c'est beaucoup de trous dans la biographie. Et, et je trouve ça aussi intéressant le médium que j'utilisais, c'est-à-dire de partir de la photo, c'est qu'on part de l'artiste et le personnage est assez inventé aussi, quoi. C'est aussi quelque chose. Il y a d'autres fictions qui ont été faites autour de Viviane Mayer. J'ai évité de les lire. Je les ai lues après, mais pas avant. En roman, et elle donne envie de l'imaginer, quoi. C'est son personnage qui suscite ça, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est voilà, pour des biographies de personnes qui sont déjà très connues, je pense qu'il y a une autre approche. Après, je trouve que voilà, tout ce truc entre fiction et biographie, de toute façon, c'est des questionnements assez larges, mais je trouve ça intéressant de se dire qu'on peut fantasmer autour de ces personnages aussi, même des personnages réels. Voilà, même c'est comme ce que disait Maud pour sa BD, de faire de la fiction à partir de thématiques réelles, c'est aussi, ça porte un autre regard et ça permet d'approcher les choses peut-être différemment que si j'avais fait une biographie linéaire avec les éléments qu'on avait. Voilà. C'est une autre approche, quoi. Sur les photos de Viviane Mayer, en fait, elles sont très souvent en noir et blanc. Elle a une vision très brute, en fait, de ce qu'elle veut donner de la société. Toi, tu prends vraiment le parti pris de l'aquarelle avec des couleurs hyper... j'ai adapté... je me suis concentrée sur la période noir et blanc, parce qu'elle prenait au Rolleiflex dans les années 50. Après, en fait, elle prenait de la photographie au Leica dans les années 70. Et c'était des photographies en couleur, justement, des couleurs assez douces, assez pop, même proches elle avait un beau rapport à la couleur, en fait, aussi, une fois qu'elle est passée à... de toute façon, elle était fascinée par tous les médiums, tant ce qu'elle pouvait enregistrer, ce qu'il y avait autour d'elle. Elle aimait filmer, elle aimait s'enregistrer avec des audios. Voilà, tout le temps qu'elle pouvait documenter tout ce qu'il y avait, elle le faisait.
Et donc, ouais, le passage à la couleur, c'était déjà une manière de lui donner vie différemment. Parce que quand on parle de Vianney aussi, il y a une approche, comme c'est une femme assez indépendante, qui a voyagé toute seule, qui a vécu toujours toute seule, qui ne s'est pas mariée, on a cette approche où elle était très rigide, quoi. On se dit, bon, bah, c'était une femme, elle n'était pas sympathique, quoi. Mais il y a d'autres témoignages qui montrent qu'elle était bien plus que ça, que juste c'était une femme multiple, quoi. Donc, je me suis dit, plutôt que le noir et blanc pourrait être une approche, mais j'aimerais bien voilà, avoir cette explosion de couleurs pour montrer toutes ces facettes. Oui, et c'est vrai que dans le récit aussi, hein, on découvre bien sa personnalité un peu multiple, effectivement, de son côté à la fois très femme forte et très, voilà, qui peut être très... Elle pouvait faire ambivalente. beaucoup de blagues, mais après, elle pouvait être très dure ou alors switcher complètement selon certains témoignages. Et voilà. C'est un personnage très compliqué. Mais... Merci beaucoup, Paulina. Ouais, merci à toi. Je vais passer à l'atelier Sento et Alberto MC avec le songe du corbeau. Alors, le récit commence par une lettre que reçoit Koji, qui est adulte au début du récit, et celle-ci le replonge dans son enfance, un certain hiver, un oiseau noir, un corbeau allongé dans la neige. C'est une histoire où les limites entre le réel et le rêve n'est jamais clairement définie. La narration emmène le lecteur dans un fantastique onirique et dans un thriller qui explore l'enfance et ses traumatismes. Tout d'abord, moi j'ai une petite question, là on le voit à l'image, mais vous êtes deux, c'est qui se cache derrière l'atelier Sento? Donc c'est Olivier et Cécile. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pourquoi vous vous cachez derrière l'atelier Sento? En fait, à l'origine, on travaillait séparément. On est allé vivre au Japon à une période, on a découvert plein de trucs qui nous ont intéressés. Et en rentrant, on a décidé de travailler ensemble sur plein de projets variés, aussi bien de la BD que du jeu vidéo, de l'illustration, de l'estampe, plein de choses différentes. Et on a eu l'idée de créer une sorte d'entité pour représenter ce duo. Qu'on a appelé l'atelier Sento, et en fait qui est le mélange de nos deux styles, dans le sens où on travaille à quatre mains en général quand on fait du dessin, là on est au scénario, mais on peut aussi travailler au dessin, et il y a un mélange des styles qui faisait qu'on avait envie de créer une entité pour nous rassembler tous les deux. Bah oui, justement, en fait, pour le songe du corbeau, vous êtes scénariste. Dans vos précédents titres, La Fête des Ombres et Onibi, vous étiez dessinateur et scénariste. Pourquoi vous avez décidé de faire appel justement à un dessinateur pour ce récit? Alors, on n'a pas fait appel. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'était plutôt une rencontre. Ouais, en fait, on avait découvert le travail d'Alberto dans une galerie de notre ville à Bayonne, pardon. Et Alberto, lui, avait découvert notre BD Onibi, et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux par hasard, et on a découvert qu'on habitait dans la même région. Et on a commencé à... Donc nous, on adorait le travail d'Alberto. Ça a été un vrai coup de cœur. Il avait une façon de représenter des enfants japonais d'après-guerre et tout ça qui correspondait tout à fait à notre vision un peu atypique du Japon, quoi. Une vision de l'enfance un peu poétique et en même temps un peu sombre aussi, qui nous parlait beaucoup. Et puis, on a commencé à se voir régulièrement pendant 1 ou 2 ans. On a dessiné ensemble, fait de l'aquarelle ensemble, échangé beaucoup sur notre goût pour le cinéma, pour les histoires un peu sombres, ce genre de choses. Et puis un jour, en fait, dans un café où on se réunit souvent, où on se retrouve souvent, on s'est dit, tiens, ça serait chouette de faire quelque chose ensemble. Et en fait, on a commencé à discuter des idées qui nous plairaient et tout ça. Et l'histoire s'est construite vraiment à partir de l'univers des dessins d'Alberto, de ce que ça nous évoquait. Et c'est vraiment né des dessins d'Alberto, en fait. Le scénario s'est construit à partir
C'est pas on a écrit un scénario dans notre coin et on a cherché un dessinateur. C'est vraiment quelque chose qu'on estime être une création à trois, voilà, de A à Z. C'est vrai que c'était très, très organique comme la façon de le faire comme ça. En même temps, l'histoire, en même temps, les dessins, à partir de mes illustrations. Ouais, en fait, on n'a pas écrit l'histoire d'un coup. Ouais. On se Oui. voyait régulièrement et on avançait en même temps sur l'histoire et sur les storyboards. Donc, toutes les semaines, on se retrouvait pour avancer sur les storyboards. Ensuite, on continuait l'histoire en fonction des dessins qu'on avait déjà, etc. Et ça s'est construit vraiment ensemble, je pense, Ouais. tout le long. Et c'est comme ça que vous arrivez à mélanger, en fait, à chaque fois la réalité, le fantastique, le thriller et en même temps l'onirique, à chaque fois d'emmener le lecteur toujours à la limite de chaque, de Oui, chaque côté. il y a un petit côté jeu de piste. Ça fonctionne par scène séparée et ensuite on bascule entre le présent et le passé à intervalles réguliers. Donc ça permet de travailler justement sur des petits lots de pages comme ça de semaine en semaine. D'accord, donc l'écriture se fait comme ça, pas à pas. Ouais. Ouais. Elle se fait aussi, donc. On avait une vision d'ensemble. Ouais. Quand on a démarché l'éditeur, on lui a proposé un résumé, mais après on avait quand même une large marge de manœuvre voilà, sur les pages finales. Et en fait, c'est basé sur, en partie des faits réels, c'est ça, sur sur ces enlèvements d'enfants? Alors, oui, enfin, dans le sens où nous, on est très, très attachés à la culture japonaise, on a vécu là-bas et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et en fait, oui, on part toujours de choses dont on a entendu parler, desquelles on est proche, pour ensuite créer un récit qui va quand même se centrer plus sur les émotions et tout. Et ça fait qu'on part de choses qui sont vraiment purement oui, dans la réalité des faits divers, etc., mais qui vont ensuite partir dans la psychologie des personnages et on va développer le côté effectivement imaginaire de tout ce que ça évoque en fait dans la culture japonaise comme dans notre perception de ces histoires-là, quoi. Voilà. Et toi, Alberto, du coup, tu travaillais comment par rapport au dessin? Euh, tu as fait pas mal d'essais, c'était assez proche déjà de ce que tu faisais déjà Alors, dans tes précédents travaux, enfin, c'est ta première BD, mais dans tes précédents travaux de dessin? ouais, alors on faisait des réunions, comme ils ont dit, pour préparer un peu les storyboards. Et après, voilà, j'ai fait les dessins. De, et, bah, c'était comme ça. Après, c'est vrai que ça s'approche beaucoup à les illustrations. C'était toujours lié à les illustrations que je faisais avant aussi. Alors, c'est tout dans le même style. Mais, voilà, c'est pas... Et est-ce que ça s'est passé facilement entre vous, vous trois, puisque vous dessinez tous les trois? Est-ce que chacun a trouvé vraiment sa place? Bah, on a trouvé l'équilibre petit à petit. Au début, c'est vrai que c'était pas évident, mais petit à petit, en faisant les réunions, voilà, on faisait les storyboards ensemble. Voilà, c'était comme ça comme on a fait. Mais après, de ça, les storyboards, après les dessins, c'était vraiment moi en liberté complète. Des couleurs, l'aquarelle, tout ça. C'est comme ça. Oui, pardon. Alberto, il a une technique qui est très particulière. Il travaille avec des pinceaux qui sont très fins. Et c'est vraiment des heures inimaginables à faire comme des peintures pour chaque case. Et c'est assez impressionnant, en fait. Nous, on faisait le storyboard ensemble, mais c'est très schématique. Et en fait, chaque semaine, il nous apportait les planches qu'il avait finalisées de la fois précédente. Et c'était vraiment un travail, c'est très solitaire une fois que le storyboard est fait. Il est chez lui et là, c'est vraiment... je pense que cette dimension très psychologique, en fait, ressort dans la bande dessinée. C'est-à-dire que là, ça se passe dans l'univers d'Alberto, le dessin, ces toutes petites touches comme ça à l'aquarelle,
Enfin, nous, c'est ce qui nous a... Oui, on travaille sur les couleurs et les lumières aussi, qui fait extrêmement cinématographique. Donc, c'est vrai que nous, on voit juste le storyboard, donc des dessins très schématiques. Et après, quand on découvre les pages terminées, on se croirait dans un film avec des effets de lumière, d'ambiance, plein de choses, d'étoffe aussi sur les costumes des personnages, des choses incroyables. Qui sont développées uniquement par Alberto. C'est-à-dire que c'est des choses que lui va créer, que nous, on n'imagine pas. Et plus on s'approche des pages, plus on rentre dans des détails incroyables. Oui, mais aussi, vous savez apporter pas mal de documentation, des photos aussi du Japon, parce que sinon, tout seul, ça, la documentation, ça aurait été plus compliqué d'arriver à ces détails des fois. On a même fait un repas japonais et tout ça pour montrer, parce qu'il y a des japonais qui sont dans la bande dessinée. Oui, c'est vrai. Alberto a pu goûter les plats, voir comment ils étaient et tout ça. C'est vrai. C'était un peu un voyage en commun aussi. Oui, c'est complètement. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On va passer à la dernière BD avec Jim Bishop et... J'enlève mon papier, pardon. Lettre perdue. Alors, dans ce récit, on suit Yod, qui est un jeune gamin qui vit seul sur une île avec son pélican. Et attend jour après jour un courrier de sa mère, désespéré d'attendre et d'écouter les blagues absurdes du facteur, qui n'est autre qu'un poisson clown. Il décide de partir à la recherche de cette lettre au volant de sa 2 chevaux. Sur la route, il va rencontrer Frangine, qui, sous ses airs d'autostoppeuse angélique, se trouve être un agent infiltré de la mafia. Voici le début d'un récit initiatique fantastique et sans nul doute miyazakesque, qui nous plonge dans une anticipation rocambolesque où les poissons sont les cerveaux de la police et ceux de la mafia. Ou ceux de la mafia, pardon. Difficile d'en dire plus sans dévoiler trop d'éléments, à mon sens, si jamais. Jim, tu veux en dire... Non, je dirais arrête le live maintenant. En préambule de la BD, t'expliques que tu es prêt à arrêter la BD juste avant de publier Lettre perdue. Alors, est-ce que maintenant tu es réconcilié avec la BD ou la BD est réconciliée avec toi? La BD, c'est toujours un peu une histoire d'amour un peu complexe où il y a des jours où j'adore ça, il y a des jours où j'ai envie d'arrêter. Et je crois que c'est un peu le problème de plein d'auteurs et plein d'autrices qui ont cet amour avec la bande dessinée et en même temps cette détestation de la faire, de la réaliser. Mais en même temps, on y revient tout le temps. Donc, il y a des fois où on a l'impression que c'est vraiment sérieux, on a envie d'arrêter et on y revient à chaque fois. Il y a un côté un peu maso là-dedans, je sais pas. Mais non, là, pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter. Là, j'ai des projets en cours. Du coup, non, là, pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de continuer. Voilà. Bon, chouette. Ouais. Alors, les influences à Miyazaki sont très claires quand même dans ce récit. Les thématiques, les couleurs, les différents niveaux de lecture. Les thématiques, je les ai pas vraiment prises à Miyazaki. Elles sont vraiment personnelles pour le coup. Ce que j'ai vraiment pris de Miyazaki, c'est plus une inspiration graphique. Mais les thématiques, elles sont vraiment personnelles pour le coup. Là, c'est vraiment pas ce qui m'a inspiré. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu peux revenir un peu sur justement les origines de ce projet? Comment Du coup, c'est difficile d'en parler sans spoil, mais la thématique, comme tu disais, c'est aussi le deuil, l'attente. Il y a cette thématique-là qui est assez présente. Et du coup, ça, c'est vraiment la base qui m'a fait naître le projet. En fait, genre, j'ai vécu un deuil assez dur et tout, un truc un peu dramatique. Et du coup, je me suis dit que je voulais parler du deuil, mais pas seulement dans l'aspect de la mort. Je voulais vraiment en parler de manière plus large, dans le fait de perdre de manière générale. Et du coup, j'ai pris cet angle-là sous l'aspect de 3 personnages qui sont Yod, Frangine et Sissi, le policier aussi dans l'histoire. Oui, le policier, oui. Où en fait les 3 personnages vont être confrontés chacun à leur manière à une forme de deuil en fait. Mais comme c'était un sujet que je trouvais un peu lourd et un peu grave, j'ai voulu en parler de manière hyper légère. Et du coup, le faire passer ça dans une aventure avec des poissons policiers, des poissons mafieux, des poissons clowns qui sont facteurs, et partir de ce postulat où en fait il y a des choses graves qui se passent, mais les personnages continuent de vivre
manière assez légère au final. Ils vivent leur vie normale, comme un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours quand il se passe des choses en fait un peu dramatiques, quoi. Donc voilà, et du coup j'avais cette envie de légèreté. Donc l'approche des couleurs, c'est vrai que Miyazaki, ça a été une grosse inspiration parce qu'il a des couleurs hyper pures, hyper claires. Et en vrai, il y a aussi une autre inspiration qui est pas... Mais il y a Lou, en fait, Lou, c'est une grosse inspiration en fait, pour les couleurs. Parce qu'il y a il y a une gamme de couleurs hyper sobre et en fait qui fonctionne hyper bien et où il y a très peu d'ombre. Et ça, c'était aussi une grosse inspiration en fait, pour mes couleurs. Mais ouais, du coup, toutes ces inspirations pour parler de choses graves avec beaucoup de légèreté. Donc voilà. Et alors justement, comment tu construis ce récit où tu t'arrives à mélanger de la SF, du fantastique, l'introspectif, et puis donc des choses très générales, très dures, très fortes, et puis après des millions de détails, de choses voilà. Comment tu t'articules ça en fait quand tu construis ton récit au départ? Ça part souvent d'une idée un peu bête. Genre là, en fait, à la base, j'avais même pas forcément tout de suite envie de parler d'écologie. C'est venu en fait au fur et à mesure du récit. Et aussi, c'est venu d'une blague en fait. Et c'est venu d'une blague dans ma tête où je me suis dit, en fait, l'écologie, c'est un sujet qui est hyper d'actualité et en fait, qui est notre sujet principal en fait. Mais c'est parti d'une blague où, en fait, je voulais qu'un personnage soit complètement égoïste. Et du coup, d'un jeu de mots, selfish, fish, c'est poisson. Et en fait, tu vois, je fais des jeux de mots comme ça, tu vois, dans ma tête. Et souvent, ça part de jeux de mots que je fais dans ma tête. Et puis après, ça se développe. Et après, on essaie d'articuler, de construire, de faire en sorte que les choses fonctionnent entre elles, tu vois. Et c'est aussi parce que j'aime bien créer des univers. Et du coup, de ce jeu de mots, je suis parti dans les poissons, de comment des poissons vivraient dans le futur. Je me suis dit, forcément, les poissons, dans le futur, ils seront un peu dans la merde, dans l'océan, tu vois. Et du coup, c'est toutes ces idées-là qui ont fourmillé, quoi. Et puis, en fait, après, ça découle de plein de choses. Donc voilà, je sais pas comment t'en dire plus, sans trop en dire. En fait, c'est dur d'en parler. Oui, en fait, je trouve ça compliqué. Je trouve que c'est au lecteur de découvrir aussi plein de choses. Ouais, c'est ça. Et là, pour donner envie, en fait, au lecteur d'aller découvrir toute la sélection, et y compris l'être perdu. Mais donc, du coup, je trouve ça, j'ai pas envie de trop en dire, parce qu'après, on n'a pas ce petit temps de découverte aussi. Ouais. Et juste une petite dernière question rapide à tous. Est-ce que vous avez envie de nous parler en 2-3 mots de vos prochains projets? Et ensuite, Nathalie va passer en fait sur les questions des... Non, alors en fait, Peggy, on a oublié quand même, il ne faut pas l'oublier, la dernière finaliste. Pardon. C'est hyper important. Excusez-moi. Je la vois pas, alors j'y pense pas. Ouais, voilà. C'est pour ça que je suis revenue, parce que je me dis, ah, Peggy va nous oublier. Oui, c'est ça. Oui, excusez-moi. En fait, Nadia Naclé, qui est l'autrice de Zaza Bizarre, n'a pas pu être avec nous. En fait, je vais juste faire un petit résumé du récit. En fait, Zaza a 8 ans et elle souffre d'un dysfonctionnement du langage. Et face au regard des autres, elle va s'enfoncer dans un profond silence et trouver refuge dans son carnet intime qu'elle va écrire et dessiner. Et donc, c'est ce que nous livre en fait Nadia Naclé dans ce livre. Donc, il y a une forme vraiment hybride entre la bande dessinée et le roman, vraiment sur la forme du carnet intime. Et je crois, Nathalie, que tu as un petit teaser à nous montrer. Exactement. Des fois, quand je parle, l'écran me regarde avec des gros yeux tout ronds. Ça bizarre. Mais ça sert à quoi de parler? Moi, j'aime le silence parce que tout le monde le déteste. C'est décidé, je ne dirai plus rien. À ce qui paraît, il existe des grands spécialistes du silence. Finalement, eux non plus ne parlent pas beaucoup. Mais quand je ferme fort mes yeux, je peux la voir. Là-bas, personne ne m'empêche de rêver. Et la nuit devient ma couleur préférée.
Et elle comprend tous mes mots. Parfait. Alors, en tout cas, moi qui suis novice en BD, vous m'avez donné tous envie d'aller acheter vos BD, donc c'est bon signe. Par contre, je serais très embêtée si je devais voter, parce qu'on a envie de voter pour tout le monde, en fait. Mais je vais, avant qu'on pose la question, parce qu'il nous reste 10 minutes grand maximum, je vais rappeler quand même que le vote est ouvert jusqu'au 15 mai. Pour voter, il suffit d'aller sur lecteur.com, le site de la Fondation Orange, dans la rubrique BD, et c'est entièrement gratuit. Ça, c'est très important. Alors, j'espère que je vais aller voter, mais je vais avoir... Peggy, je vais te laisser poser la dernière question et je vais remontrer toutes les BD et ça serait bien de citer les éditeurs parce que Paulina, c'est ton éditeur, c'est comment on prononce? Stankis. Stankis, c'est ça. Jim, ton éditeur? Léna. Glénat. Après, on a pour donc Zaza Bizarre, c'était Delcourt. Delcourt, c'est aussi Le Songe du Corbeau de Alberto, de Cécile et Olivier. Mode, c'est Marabule, c'est ça? Oui, Marabule. Voilà, j'ai oublié personne. Non, si, j'ai oublié le voyage. Le grand voyage d'Alice, Grand voyage d'Alice, la boîte à c'est bulles. la boîte à bulles. Voilà, donc c'est important de citer les éditeurs. Donc, je te laisse poser ta dernière question et moi, Oui. je vais remontrer toutes les BD. Ok. Est-ce que en 2 mots, vous voulez nous parler de vos futurs projets? Donc, Jim, toi, tu disais que tu as déjà sur un projet. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots? Du coup, ouais, je travaille sur ma prochaine BD là, qui s'appelle Mon ami Pierrot. Donc, c'est une histoire d'amour avec de la magie, des sorcières, des sorciers. Et ça sortira cette année, en septembre. Donc, c'est en cours là, c'est sur la fin. Donc, voilà. Je ne sais pas comment en dire plus parce que, pareil, c'est dur de parler. Donc, voilà. Alberto? Bah, c'est compliqué, ça va être un peu différent. Ça va être en l'Espagne, années 30. Et, et je sais pas, pour définir le projet, je pourrais dire, il parlait de la mort et religion, un peu. Voilà. Papillon de nuit. Voilà, c'est ça. Et toujours dans ce même style de dessin à l'aquarelle. Oui. Paulina? Moi, ce sera encore à partir d'éléments biographiques, mais très fictionnels. Et pour des gros indices, ça se passe dans le nord de l'Angleterre avec des romancières anglaises. Voilà. On ne sait pas du tout. On ne voit pas. Maud? Moi, j'ai fait une autre rencontre qui m'a amenée sur un projet assez différent où on est 2. Et en fait, je vais parler du monde de la voile et de la course au large avec la navigatrice Clarisse Kremer. Gaspard? Alors moi, ça va être aussi en Afrique, sur base aussi d'un témoignage, mais beaucoup plus récent, avec un point de vue toujours très intimiste, mais du côté plutôt occidental, donc ça va être assez différent. Le style graphique sera peut-être un petit peu différent, je suis en train de le travailler actuellement. Et là, c'est un bouquin, toujours La boîte à bulles, qui sera réalisé avec Anaëlle Hermans. Très bien, merci. Cécile et Olivier, vous avez d'autres projets? Oui, nous on vient de terminer une BD courte pour un collectif qui sera qui sera fait par un Polonais qui habite au Japon et qui rassemblera une dizaine d'auteurs, moitié des mangaka japonais indépendants et moitié des dessinateurs internationaux. Donc en français, il y aura nous, mais il y aura aussi des Suédois, etc. Voilà. Format plutôt manga cette fois-ci, sur une courte pagination. C'était assez chouette à faire, avec tout le monde qui s'est rassemblé sur un forum sur Internet pour discuter de la progression de nos histoires respectives. Sur une thématique Japon, donc tout le monde un peu dans le même univers. Voilà. Mais ça sortira cet été au Japon, mais en France, on ne sait pas encore. Non. D'accord, merci. De beaux projets en perspective. Alors, est-ce que, Peggy, tu peux nous dire la date où on saura qui est le lauréat 2022? Est-ce que La remise de prix se fait le 8 juin.
D'accord. Voilà. Donc, amis spectateurs, votez bien. Donc, vous avez bien jusqu'au 15 mai. En tout cas, un grand merci à notre partenaire lecteur.com et au CNL, puisque justement, ce troisième prix lecteur.com est en partenariat avec le CNL. Un grand merci à Peggy Poirier. Alors, allez à Marseille, à la Réserve à Bulles. C'est une librairie spécialisée BD. Allez chez vos libraires préférés acheter leur BD parce que voilà, il faut soutenir. Puis c'est bien d'avoir des nouveaux visages. Moi, j'en connaissais aucun, donc je vous ai découvert ce soir. Je pense que nous sommes nombreux dans ces cas-là et c'est bien de soutenir la jeunesse. Voilà, c'est tout simplement. Je vous souhaite à tous bonne chance. On va croiser les doigts pour vous. Et puis, je vous souhaite également une belle soirée. Merci d'avoir été à nos côtés ce soir. Et puis, nous, on se retrouvera début mai pour la prochaine rencontre, un endroit où aller. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.